Fréquency 89.4 FM. L'invité du jour. À tous et à toutes, je voulais juste dire bonjour à nouveau. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Ephraim Gaïa s'occupe de la réalisation. Alors, nous avons comme invité du jour le docteur Eriebi Apollinaire. Il est un morphopsychologue. Avec lui, nous allons évoquer tout à l'heure un thème assez porteur qui pourrait éventuellement intéresser les parents et tous ceux qui aspirent donc à avoir des enfants demain. Comment peut-on connaître son enfant? Question problématique s'il en est. Mais avant d'y arriver, docteur Eriebi, bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Oui, ça va bien. Alors, la question que je voulais poser d'entrée de propos, on parle de morphopsychologie. C'est quoi déjà? C'est quelque chose qui est nouveau pour nous? C'est quoi la morphopsychologie? Oui, c'est tout à fait normal, mais je voulais vous dire que la morphopsychologie est une discipline scientifique qui est au carrefour de la biologie et de la psychologie. Elle observe par des méthodes scientifiques le caractère et la personnalité d'un individu en se fondant sur sa morphologie et en particulier son visage. Et donc, la morphopsychologie est d'un emploi instantané. Elle ne nécessite pas un support matériel. Par exemple, faire un test, un entretien, ce n'est même pas important pour un morphopsychologue. Juste l'observation. Oui, juste l'observation. Elle peut même se pratiquer même à l'insu du sujet. Elle est fiable parce que le visage traduit une vie. D'accord. Alors, cette fiabilité qui se vérifie à l'aune donc de l'observation, ça prend quand même du temps pour pouvoir en arriver à la crédibilité ou à la crédibilisation. Oui, mais c'est une science qui est expérimentale. Quand tu vois la preuve, on n'a plus besoin de... D'accord. Alors, nous avons justement à ce propos, on va choisir peut-être l'un l'un des pans de ce qui pourrait nous intéresser aujourd'hui. Votre travail, votre méthode de travail, votre science s'applique aussi pour parler des enfants. Alors, on va déjà commencer à savoir ce que c'est qu'un enfant de votre point de vue. Bon, un enfant, une définition simple pour que les gens comprennent, c'est l'être humain qui vit dans l'enfance. Et l'enfance, c'est la période qui existe entre la naissance de l'enfant et qu'on appelle l'adolescence. Et c'est cette période-là qu'on appelle l'enfant. Quand quelqu'un passe cette période, il est enfant. D'accord. Alors, il est bon de savoir qu'on situe l'enfant de façon générale tel que vous l'avez situé, mais en même temps, il y a des personnes qui développent donc des attitudes d'enfant, même passé cet âge-là, c'est-à-dire à 20 ans, 21 ans, etc. On va y revenir. Mais je voulais que vous nous disiez un tout petit, y a-t-il des différents types d'enfants? Oui. Avant de répondre à cette question, vous parliez des gens qui se conduisent comme des enfants. C'est une question de personnalité en fait. Nous n'avons pas tous la même personnalité. Et il y a des gens dont la personnalité leur permet de vivre comme des enfants, de se comporter comme des enfants. Ce sont des gens qui sont généralement très tolérants. Est-ce qu'on va dire que ce sont des handicaps, ça? Non, c'est au contraire un avantage. Ça permet sa socialisation facile. Ce sont donc des gens d'une bonne sociabilité. Oui. D'accord. Cela étant, on revient maintenant donc à cette question qui me semble être la plus importante. De votre point de vue en tant que morphopsychologue, y a-t-il pour vous des différents types d'enfants? Bon, il y a beaucoup de types d'enfants. D'ailleurs, la morphopsychologie dit qu'à chacun de nous son caractère. Donc, la morphopsychologie dit que le caractère est l'élément de l'individualité. Parce qu'on va donner tout à l'heure, je vais donner certainement qu'on appelle une typologie qui est standard, qu'on étudie souvent à l'école. Mais en matière de consultation, il y a toujours des interférences. Sinon, au niveau standard, il y a 4 types d'enfants. Et ces 4 types d'enfants regroupent en eux qu'on appelle 8 types d'enfants. 8 groupes d'enfants. Donc on parlera des enfants sanguins. Dans le sanguin, il y a le sanguin massif et il y a le sanguin nature. Alors, de façon pratique, comment est-ce qu'il se comporte? Allons-y par étapes. Ensuite après le sanguin, il y a le lymphatique. Il y a le lymphatique d'action et le lymphatique d'instinct. Maintenant, les bilieux, il y a le brévilline bilieux et le longiligne bilieux. Maintenant, on parlera des nerveux. Il y a les nerveux sensitifs et les nerveux cérébraux. À ces 8 groupes,
on peut encore ajouter d'autres personnalités par alliage. C'est-à-dire un enfant qui est issu d'un foyer et d'un couple à la fois où l'homme est par exemple bilié et l'autre sanguin. Ils ont la chance d'avoir un enfant soit bilieux sanguin ou bien sanguin bilieux. D'accord. Donc, c'est-à-dire un regroupement de deux personnalités. Et c'est ce qu'on trouve beaucoup aujourd'hui. C'est normal. Dans la mesure où, en général, le père et la mère ne sont pas forcément compatibles du point de vue donc, de la typologie, je dirais, comportementale. Voilà, donc tu vas vous verrez que si un parent qui a des types nerveux cérébral ou bien nerveux sensitif se marie avec un autre type et qu'il faut un enfant qui a le bénéfice d'un alliage de deux personnalités, vous verrez un enfant nerveux sanguin, un enfant nerveux lymphatique, un enfant nerveux. Alors, tout ça c'était bien. Voilà, j'ai envie de dire que ce sont les différentes typologies, mais en même temps pour le commun de tout le monde, parce que là tout à l'heure, il y a la dame qui est à la maison, qui a ouvert la radio, il faudrait qu'elle comprenne. Donc un langage beaucoup plus simplifié. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a donc 4 catégories, quatre types d'enfants de façon générale, mais qu'on pourrait donc scinder en 2 à chaque étape. Cela étant, quel est le comportement pratique de l'enfant le plus difficile à gérer ou à comprendre? Quel est celui que vous avez voulu présenter comme comportement standard? Et quels sont les... D'abord, l'enfant qui est nerveux, un enfant qui est de type nerveux. Le type nerveux, c'est pas parce qu'il est nerveux. Non, on parle là de la prédominance du système nerveux. D'accord. Voilà, donc c'est bon à préciser. Donc, ça veut dire que, parce que quand on classifie les gens, on tient compte de la prédominance des substances fluides qui existent dans le corps de l'homme. Comment est-ce que ça se caractérise comportementalement? Comportementalement, par exemple, le nerveux, lui, c'est la trabile qui est développée dans son corps. Donc, on parle là de nerveux et de nerveux cérébral. Dans la société, les comment? Dans la société, c'est des enfants qui sont calmes, qui ont une maturité psychologique précoce, ils ne parlent pas beaucoup, ils ne disent pas n'importe quoi. Et quand ils parlent, ils donnent l'impression d'être innovateurs. Ils apportent toujours quelque chose. Ils disent parfois des choses qui dépassent l'entendement. Et ils sont toujours classés parmi les surdoués. D'accord. Donc on les appelle comment, les enfants de... Les enfants de type nerveux. Ensuite? C'est les nerveux cérébraux. Et puis, en fait, après, il y a les sanguins. Les sanguins, c'est les enfants très agités. Ils parlent beaucoup. Ils n'ont pas de réserve, ils n'ont pas de secret. Et donc, quand ils arrivent, ils sont un peu gênants même. Ils peuvent dire facilement à un ami de leur papa, quand ils sont enfants, mais pourquoi tu es venu aujourd'hui? C'est pour manger encore notre nourriture? Il va dire ça facilement. D'accord. C'est comme ça qu'ils se caractérisent. Ils se caractérisent par leur facilité de parole. Et puis, ils ont un contact très facile. Quel est leur handicap et quelle est leur qualité? Leur qualité, c'est qu'ils sont très sociables, mais en même temps, ils parlent trop. Ils n'ont pas de réserve. Ça, c'est un handicap, comme la Bible le dit d'ailleurs. Ils sont paresseux. Ah ouais? Paresseux à l'effort continu. D'accord. Ouais, à l'effort physique. Qu'est-ce qu'on devrait pouvoir tirer d'eux? Ce qu'on peut tirer d'eux, c'est développer d'abord leur mémoire, parce que c'est vrai qu'ils sont paresseux, mais ils ont une très grande mémoire auditive. Et quand on développe cette mémoire auditive, ça leur permet d'avancer facilement. Qu'est-ce qu'on appelle avoir une mémoire auditive? Une mémoire auditive, c'est... Vous savez, l'homme travaille à l'école avec plusieurs mémoires. Donc, la mémoire auditive, c'est-à-dire, quand tu parles, le côté du cerveau, la mémoire du cerveau qui te permet de retenir ce que tu entends, on appelle ça la mémoire auditive. Donc, je capte avec l'écoute, avec l'ouïe. Oui, l'ouïe. Et qui permet par l'ouïe de capter. Et il y a la mémoire visuelle qui permet de filmer, de voir tout ce que vous... Voilà, ça. Ce sont ces deux mémoires, plus la mémoire musculaire qui fait une correspondance chirologique. Ça veut dire quoi? Une correspondance chirologique, quand la mémoire... J'ai cru que c'était un gourou. Non, c'est pas un gourou. Donc il faut expliquer. Bon, la correspondance chirologique, c'est quand elle est développée, c'est-à-dire ce que tu penses. Quand tu es en train de faire, c'est ce que tu fais. En fait, ce que tu penses, c'est ce que tu fais. D'accord. Et quand il n'y a pas de correspondance chirologique, tu peux être en train de réfléchir à autre chose et puis tu fais à quelque chose et puis tu fais autre chose. Par contre, s'il y a une correspondance chirologique, au moment où tu es en train de dire, mais ce type-là, je vais le gifler, tu l'as déjà giflé sans te rendre compte. D'accord. Parce que... C'est un handicap. Oui, c'est un handicap. Est-ce qu'on peut appeler ça handicap? Généralement, ils sont très réalistes. Ils en viennent à leur idée, quoi. Autrement dit, ce qu'ils pensent, ils le traduisent. Ils le traduisent. Voilà, c'est ce qui est intéressant à relever.
c'est pas un défaut, c'est une qualité. C'est une qualité. Oui. Alors, quel est de façon générale le comportement qui revient de façon récurrente? Quel est chez les enfants? Qu'est-ce que vous observez le plus? Et puis, première question sous-jacente, est-ce que les Africains Se retrouvent. voilà, est-ce que les Africains ont un comportement type ou alors les comportements sont universels? Le cerveau, il est universel, il n'y a pas une affaire de couleurs. C'est bon à savoir, hein, pour pas que les Africains se sous-estiment par rapport aux autres. Le fonctionnement humain est universel. Il n'y a pas une autre manière de fonctionner. On fonctionne en fonction de l'éducation, qu'on appelle de l'environnement. C'est l'environnement qui a des conséquences sur la vie de l'homme. Tout à fait. Par exemple, un morphopsychologue qui a un doctorat africain, noir, ivoirien, par-dessus tout, et qui se retrouve être dans la même école que certains occidentaux, oui. on vous prendrait pour un génie, vous l'êtes d'ailleurs, oui. Et pourtant vous êtes bien de chez nous. Oui, effectivement, c'est comme ça qu'on voit la chose. C'est pour quelqu'un qui a notre formation, il comprend que c'est une évidence, parce que nous sommes tous des êtres humains, il n'y a pas de différence. C'est qu'on a la capacité et la faculté de réussir là où les autres réussissent. Ouais, la réussite elle-même, elle dépend tout juste de la mise en valeur de son potentiel. D'accord. La réussite dépend de la mise en valeur de son potentiel. En tout cas, c'est quelque chose qui est fort bien dit. Il nous reste malheureusement que 2 minutes. On va en revenir donc au thème générique avec lequel nous avons entamé notre émission. Comment peut-on connaître son enfant? Aujourd'hui, beaucoup de parents sont en porte-à-faux avec leurs enfants. Le vrai problème des enfants d'aujourd'hui, c'est les parents, ce n'est pas les enfants eux-mêmes. Parce que nous voulons retenir les enfants en arrière. Quand nous voyons certaines choses dans leur comportement. Par exemple, un enfant qui ne connaît même pas le village. Il ne parle même pas sa langue maternelle. N'en sait rien. Et cet enfant... C'est une tendance qui se développe du reste. Voilà. Et qui ne parle que français, qui ne regarde que la télévision, qui ne regarde que ce qui se passe à Hollywood et autres. Et toi, tu viens lui parler de ton village, comment tu te comportais quand on était petit au village, comment... Avant, l'éducation était l'affaire de toute la société, mais aujourd'hui, là, l'éducation, elle relève de la compétence, soit des parents ou des spécialistes. Voilà. Ce n'est pas la société. Et donc, quand on voit les choses, quand on contrarie le comportement des enfants par rapport à ce que nous savons... Notre arrière-plan culturel, nos habitudes latentes. C'est une grosse erreur que nous faisons. Alors, mais pourtant, les parents ont à cœur de transmettre ce qu'ils ont reçu. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Est-ce que ce n'est pas la bonne formule? Oui, ils ont reçu quelque chose qu'ils ont abandonné il y a longtemps. Si ce qu'ils ont reçu était important, ils allaient continuer avec. Oui, mais ils ont été influencés par l'Occident qui impose finalement aussi son savoir-faire ou alors sa façon de faire. Mais d'accord, malheureusement... Mais la réalité, c'est que nous vivons aujourd'hui de manière occidentale. Ouais. Mesdames et messieurs, voilà, malheureusement, le temps qui nous est imparti... la semaine prochaine, très certainement, la suite. Portez. À très bientôt.